Les jeux de précision, pratiqués à tous les âges et sous des formes parfois très différentes, correspondent tous à un même besoin, connaître sa propre adresse. Il y a un domaine où cette recherche est poussée à l'extrême. La meilleure solution quand on veut pratiquer le tir sportif consiste à s'adresser à une association, un club, et à venir pratiquer dans ces installations. La plupart du temps, un club de tir se présente d'abord comme un espace accueil. C'est là que les tireurs se racontent leur petit bonheur, leur petit malheur à la fin de leurs entraînements ou de leurs matchs. Et puis surtout, c'est des pas de tir, lieux sur lesquels on va pouvoir pratiquer en toute sécurité. Nous voici par exemple sur un pas de tir 50 mètres, sur lequel on voit un espace réservé aux spectateurs, aux arbitres, et le pas de tir en lui-même qui est l'endroit où vont officier les tireurs. Ce pas de tir a la caractéristique d'être absolument hermétique au projectile, puisqu'ici on tire à balle. C'est un mur à gauche, un mur à droite, ce sont des pare-balles aussi qui arrêtent les projectiles qui pourraient éventuellement sortir. Et c'est surtout des systèmes qu'on appelle des rameneurs ou éventuellement des boîtes changeurs qui permettent de positionner automatiquement les cibles à la distance de tir souhaitée sans qu'à aucun moment donné le tireur n'ait à passer devant la ligne de tir et donc ne s'expose aux projectiles éventuels. Voilà maintenant sur un pas de tir 10 mètres et si vous commencez le tir c'est sûrement par celui-là que vous débuterez. Comme le pas de tir 50 mètres, c'est d'abord une enceinte fermée sur laquelle se trouvent des rameneurs qui permettent d'envoyer la cible à 10 mètres sans qu'à aucun moment donné le tireur ne passe devant les armes. Petite différence avec le pas de tir 50 mètres, ces rameneurs-là sont manuels, ils peuvent être électriques éventuellement, mais le principe reste le même. Enfin, pour pratiquer le tir, il faut des armes et vous pourrez voir que celles que nous utilisons sont radicalement différentes de celles qu'on peut trouver sur les cheminées de grand-père. Elles sont différentes par la forme, par la précision, par les mécanismes de détente qui sont utilisés dessus et une grande qualité aussi, elles vous seront prêtées la plupart du temps par les clubs si vous désirez commencer le tir sportif. Ceci dit, qui dit arme dit manipulation et bien sûr règles de sécurité qui vont nous être rappelées tout de suite. Je fais toujours comme si mon arme était chargée. Je pointe toujours mon arme vers la cible. Quand j'ai fini de tirer, je désarme et j'assure mon arme. Je ne tire jamais sur autre chose que la cible. Ces consignes doivent être appliquées à la lettre et en toutes circonstances, dès le plus jeune âge, comme ici lors du championnat de France des écoles de tir, où les participants de 9 à 14 ans mettent autant d'applications à bien tirer qu'à ne commettre aucune faute de sécurité. Il existe de nombreuses disciplines et spécialités en tir sportif, mais la technique de base est identique pour l'immense majorité d'entre elles. Elle se décompose en 3 temps, une prise de position, une visée et un lâcher. Pour vous présenter ces techniques, nous avons choisi les disciplines carabine et pistolet 10 mètres. Le tir à 10 mètres est une discipline essentielle pour débuter parce qu'il crée peu de nuisances. Le matériel est peu onéreux et surtout c'est une discipline qui figure aux Jeux Olympiques. Jeux Olympiques où le carabinier, pour être à la mode, sera équipé de façon très complète, chaussures, pantalons, vestes et gants spéciaux qui lui permettront de maintenir sa position avec plus de facilité ou de confort. Mais pour débuter, vous pourrez faire l'économie de cette panoplie technique.
En position carabine debout, le règlement interdit quoi que ce soit comme appui. C'est-à-dire que les seuls contacts avec le monde extérieur devront être les pieds sur le sol. À partir de là, pour comprendre la logique de la position, il faut savoir que la carabine que l'on utilise pèse 5,5 kg à peu près, ce qui est son poids maximum, et qu'il va falloir la maintenir pendant 1h15 pour les femmes et jusqu'à 1h45 pour les hommes. On va donc utiliser le support osseux comme étant le moyen de support de l'arme. Les pieds, un écart qui est sensiblement égal à la largeur des épaules. Le bassin viendra légèrement en antéversion et un petit peu sur l'avant, de manière à répartir le poids sur les deux pieds, 60% sur le pied avant, 40% sur le pied arrière. On va ensuite prendre la carabine et sur le bassin qui aura été préalablement placé, on va venir placer l'avant-bras gauche qui soutiendra également la carabine. De cette façon-là, et sans effort particulier, l'arme tient par l'empilement osseux créé entre la jambe gauche et l'avant-bras gauche. Et c'est de cette façon que l'on arrive à être stable avec relativement peu d'effort, mais beaucoup d'attention sur une longue période. On arrive maintenant au placement du haut du corps. La première chose va consister à épauler la carabine. Le geste d'épauler devant être accompagné du regard. Il faut absolument que la carabine vienne toujours se placer exactement au même endroit à l'épaule, et le seul moyen de le vérifier, c'est de le vérifier visuellement. Une fois que l'on est dans cette position, il va falloir maintenant travailler la régularité. Le seul moyen d'obtenir une position qui soit parfaitement reproductible d'une fois sur l'autre, c'est de diminuer, voire annuler totalement les tensions musculaires, notamment celles de l'épaule droite. L'épaule droite doit être entièrement relâchée, voire même un tout petit peu contractée vers le bas, et ce sera le seul moyen d'obtenir un placement qui soit parfaitement égal d'une fois sur l'autre. Arrive ensuite une période que l'on va appeler de réglage par rapport à la cible. Sur chaque visée, avant chaque visée, il va falloir vérifier que l'arme se situe bien d'elle-même en face de la cible. Pour ce faire, on peut régler la position de deux manières. En orientation, en jouant sur l'axe des pieds, et en hauteur, en jouant par le placement du bras gauche, du poing gauche, sous la carabine. Si j'avance mon poing gauche vers l'avant, l'arme descend. Si je ramène le poing vers moi, l'arme remonte. Le tout étant de trouver la position qui, pour un instant donné, permet d'amener l'arme directement en face de la cible. On n'a pas absolue nécessité d'avoir une très très bonne vue pour bien tirer, il suffit simplement qu'elle soit normalement corrigée. Pour ce faire, on peut utiliser cet accessoire. Ce type de monture permet un déplacement latéral, vertical ou une orientation du verre correcteur, et elle supporte également le cache de l'œil qui ne tire pas. Le principe de la visée à la carabine est relativement simple. Il suffit de centrer le visuel de la cible à l'intérieur du guidon placé ici et de regarder l'ensemble par le petit trou de l'iris qui mesure environ 1 mm de diamètre. En tir à la carabine, le poids des détentes est très léger, de l'ordre de 100 grammes, c'est-à-dire environ 20 fois inférieur à celui d'un fusil de chasse classique. Le contact entre la queue de détente et l'index doit se faire sur la moitié de la première phalange, qui est la partie la plus sensible du doigt. Les systèmes de détente que nous utilisons sont des détentes à bossette, c'est-à-dire que la queue de détente possède une course avant d'arriver sur un point dur, et sur ce point dur intervient le départ du coup. Ce test va mettre en évidence la douceur avec laquelle il faut appuyer sur la détente. Seule la qualité de ce geste permettra de toucher le 10 qui ne mesure qu'un demi-millimètre de diamètre à 10 mètres. Et sans trucage. En temps réel, voilà ce que donne une séquence de tir. Épaulé, placement du coude gauche sur le bassin, placement du poing gauche sous le fût, vérification de l'alignement par rapport à la cible, prise de visée, préparation de la détente.
En pistolet, le règlement nous impose le tir à une main, en position debout et sans appui. Je me place de profil ou légèrement de 3/4, les pieds parallèles afin d'éviter le balancement d'avant en arrière, les pieds écartés de la largeur des épaules. La prise en main se décompose en 3 mouvements. Tout d'abord, je place la poignée au creux du pouce et de l'index, la paume de la main vient en contact avec la crosse et enfin, j'enveloppe avec les doigts. Le geste se termine par un verrouillage du coude et du poignet. La main gauche vient chercher la ceinture afin que le bras gauche soit le plus près du centre de gravité et l'épaule gauche est relâchée. Le bassin vient se verrouiller légèrement sur l'avant. La visée en pistolet est de par le règlement une visée ouverte. Il s'agit de placer le guidon au milieu du cran de mire. On place ensuite l'ensemble sous le visuel. Il est impossible de bien tirer au pistolet si l'on n'appuie pas de manière progressive, continue et souple sur la queue détente. S'il y a une recette miracle, c'est bien celle-là. Après avoir décomposé les principaux points théoriques, nous allons voir que dans la pratique, tout n'est pas aussi simple. Pour ça, nous avons fixé un crayon laser sur le pistolet d'un cobaye de luxe, Franck Dumoulin, champion du monde dans la discipline. Voyez plutôt. Même un champion du monde bouge. Et c'est en fait tout le paradoxe de ce sport. Dans la majorité des disciplines, il faut accepter sa propre instabilité et être capable, malgré tout, de commander le départ du coup en douceur. Et comme vous pouvez le constater, le fait de bouger n'empêche pas Franck de bien tirer. Voici une carabine libre. C'est le type d'arme utilisée par les hommes ou les juniors garçons pour le tir à 50 mètres, aussi bien pour le match anglais que pour le 3x40. Ces carabines ont la particularité d'être relativement lourdes. La limite maximum est à 8 kg, sachant que la moyenne se situe entre 6 et 7 kg. Ce sont des armes dont le calibre obligatoire est 22 longs rifles, des armes à un coup uniquement, avec une culasse très simple. Les systèmes de détente sont très proches des systèmes que l'on a pu voir sur les carabines 10 mètres. Et elles se caractérisent aussi par la présence d'accessoires très complexes, notamment cette plaque de couche, qui permet d'obtenir des réglages très fins et parfaitement en conformité à l'épaule du tireur. Tous les axes sont réglables, la bascule, l'orientation, la hauteur, la longueur également. Et cela permet à chaque tireur de créer ses propres réglages et d'avoir quelque chose qui lui convienne parfaitement. Et c'est une nécessité, vu la taille de la cible utilisée à 50 mètres, où le 10 ne mesure que 10 mm de diamètre. Voilà à quoi ressemble la position couchée. Le bras gauche est équipé d'une bretelle dont le rôle sera de soutenir le poids de l'arme en position. Comme le règlement interdit à la carabine d'être directement en contact avec le sol, c'est les coudes du tireur qui serviront de relais. Le coude gauche est pratiquement sous l'arme. La plaque de couche se place bien au creux de l'épaule, le coude droit un petit peu plus éloigné. Le corps forme un angle d'environ 30 degrés avec l'axe de tir. Dans cette position très stable, un 10 est une balle pratiquement normale. En fait, la difficulté principale est liée aux conditions atmosphériques et particulièrement le vent qui dévie la trajectoire de la balle. Tout l'art du tir couché consiste à contrecarrer ces effets. Tout ce que nous avons vu concernant le tir debout à la carabine 10 mètres est absolument transposable pour le tir debout à 50 mètres. La seule petite différence provient de la présence de cet accessoire qu'on appelle un calmin qui permet
comme son nom l'indique, de reposer la main, mais surtout qui a la particularité d'être très facilement réglable en hauteur. Le débattement maximum autorisé est de 20 cm et il permet en tous les cas de se conformer à toutes les différentes topologies de stand. Et il permet bien sûr de présenter l'arme parfaitement à hauteur en face de la cible, sans effort particulier et en conservant toujours la même position d'avant-bras gauche. Le tir à genoux utilise un coussin qui améliore le confort du pied droit sur lequel le tireur s'assoit. C'est aussi une position qui utilise une bretelle de tir pour soutenir le poids de l'arme, mais cette fois-ci, le coude gauche repose non plus par terre, mais sur le genou gauche. Les disciplines que nous avons vues à 50 mètres existent aussi sous une forme un tout petit peu différente et à une plus longue distance, à 300 mètres. La forme du tir est la même, mais la distance et bien sûr la cible changent aussi. Et comme le progrès ne s'arrête jamais, on utilise des systèmes électroniques pour déterminer la position des impacts. Voilà à quoi ressemble une cible électronique à 300 mètres. C'est un cadre sur lequel est tendue une toile en plastique, en caoutchouc, et les impacts passent à travers des micros, enregistrent le passage de la balle et par un système de triangulation renvoient l'information, c'est-à-dire le positionnement de l'impact, sur un moniteur placé au poste de tir. Une cartouche 300 mètres est bien sûr beaucoup plus imposante qu'une 22 long rifle et produira un recul en conséquence. Si vous aimez le pistolet, si vous aimez la précision, si vous aimez la difficulté, alors une discipline vous tend les bras, le pistolet libre. Le défi est simple, il consiste à tirer 60 balles en 2 heures sur 7 cibles placées à 50 mètres et dont le 10 ne mesure que 5 cm de diamètre, soit environ la taille d'un abricot. Pour plus de précision, nous avons fait appel à Franck Dumoulin, médaillé de bronze dans cette discipline lors des derniers championnats du monde. La technique est tout à fait semblable à celle du tir à 10 mètres à quelques différences matérielles près. Pistolet 22 long rifle à un coup, détente hyper légère aux alentours de 30 grammes et crosse enveloppante pour que la main et le pistolet ne fassent qu'un. Jusqu'à présent, nous n'avons abordé que le tir de précision, mais ce sport se décline aussi avec de la vitesse et du mouvement, comme par exemple dans le combiné 22. Cette discipline se tire à 25 mètres, elle utilise un pistolet semi-automatique de calibre 22 long rifle et consiste à tirer 30 balles en précision sur cette cible et 30 balles en vitesse sur cette cible, vitesse parce qu'elle n'apparaîtra que 3 secondes pour chaque coup. Comment c'est le tir?
Encore une fois, la technique de base vue à 10 mètres s'applique au tir de précision 25 mètres. Mais pour la vitesse, voilà quelques conseils supplémentaires. En ce qui concerne la montée du bras, 2 solutions sont possibles. La première, une montée rapide et un ralentissement sur la fin. La seconde, une montée beaucoup plus régulière. À 45 degrés, mon œil reste en cible pour vérifier l'apparition. Lorsque je monte le bras, mes yeux viennent sur les organes de visée et restent sur le guidon jusqu'au départ du coup. Le lâcher en vitesse est fonction du type de détente utilisé. Certaines armes, comme celle-ci, disposent de 2 points durs. Contact, premier point dur, deuxième point dur. Et si je continue à appuyer, départ du coup. Il existe 2 cas de figure. Premier cas, en attente, je viens sur le premier point dur. Dans la montée, je viens sur le deuxième point dur. Le coup part quand j'arrive en cible. Deuxième cas de figure. En attente, je viens sur le deuxième point dur. Je monte le bras et le coup part quand j'arrive en cible. Pour pratiquer le pistolet sport, on peut tirer cette discipline soit avec un pistolet semi-automatique, soit avec un revolver. Le poids minimum de ces armes au niveau de la détente est de 1,360 kg. Le calibre, 32 ou 38. Et le programme reprend les mêmes phases de précision et de vitesse que le pistolet combiné 25 mètres. Les notions de vitesse et de mouvement prennent tout leur sens dans une discipline très spectaculaire, la vitesse olympique, qui consiste à tirer à 25 mètres 2 fois 6 séries de 5 balles consécutives en 8, 6 et 4 secondes. La cible mesure 50 cm de diamètre, le 10 pour sa part n'en mesure que 10. L'arme utilisée pour cette discipline est un pistolet semi-automatique. Ses particularités, une crosse enveloppante, un poids de détente libre, généralement réglé, très faible, celui-ci à 80 grammes. Autre particularité qui tient à la discipline où on doit enchaîner des coups rapidement, le calibre à 22 cours, calibre peu puissant, des trous d'évent qui traversent le canon et qui ont pour fonction de limiter en fait les réactions de l'arme. En vitesse olympique, au niveau de la position de départ, vous pouvez avoir soit une position de profil avec un écartement des pieds qui correspond à l'écartement des épaules, profil c'est-à-dire tête dans l'axe, soit, toujours en respectant l'écartement des pieds et l'écartement des épaules, un léger 3/4 face comme ça. Une fois que vous avez votre position de départ, on va prendre un profil, dans ce cas-là, vous mettez sur la cible numéro 2 pour vérifier votre alignement. Un léger balayage de l'ensemble pour revenir sur la cible numéro 1 et ensuite votre bras va descendre à 45 degrés pour attendre l'apparition de la cible. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, tirez. Une fois que le tir sur la première cible est réalisé, c'est-à-dire le mouvement vertical, il faudra enchaîner sur un mouvement horizontal. Je vais vous montrer le blocage de l'ensemble des segments pour réaliser ce mouvement.
Donc, départ, tir de la première cible, et là, il va y avoir une rotation de l'ensemble du haut. C'est-à-dire que le bras ne bouge plus, et la rotation se fait des épaules, des hanches, sur les genoux et sur les chevilles. Et il faut bien sûr s'arrêter sur chaque cible. La première cible est tirée donc, dans le mouvement vertical, et ensuite sur le mouvement horizontal, nous allons nous arrêter sur la 2, la 3, la 4 et la 5. Ça se passe comme ça. On attend. Première cible. 2, 3, 4, 5. Dans cette discipline, nous avons 3 temps de tir possibles, du 8 secondes, du 6 secondes et du 4 secondes. La technique sera la même pour les 3 attaques, pour les 3 tirs sur la première cible, mais de plus en plus rapide en fonction des temps de tir. Par exemple, pour du 8 secondes, votre tir de la première cible va être aux alentours de 2 secondes 5. Pour le 6 secondes, aux alentours de 2 secondes, et pour le 4 secondes, aux alentours de 1 seconde 5. 4, 3, 2, 1, tirez. Dernière discipline à 25 mètres, le pistolet standard. Il se tire sur une seule et unique cible par tireur, celle-ci, et consiste à enchaîner 4 séries de 5 coups en 150 secondes, c'est de la précision, 4 séries de 5 coups en 20 secondes, ça devient rapide, et 4 séries de 5 coups en 10 secondes, c'est vraiment de la vitesse. Pour la discipline standard, j'utilise un pistolet semi-automatique de calibre 22, le même pour la discipline combinée 22. Ici, le travail du lâcher est primordial. Un geste trop brusque peut compromettre toute la série en cours. Voici maintenant une discipline de tir à la carabine qui allie vitesse, précision et mouvement. La cible mobile, c'est son nom, consiste à tirer avec une carabine à air comprimé et à 10 mètres sur une cible qui se déplace dans une fenêtre de 2 mètres de large et dans un temps de 5 secondes pour la vitesse lente et 2 secondes 5 pour la vitesse rapide. La particularité de cette discipline est que la cible se déplace. Afin d'avoir un bon suivi, il sera nécessaire d'avoir une position de pied un petit peu plus ouverte qu'à la carabine 10 mètres. La position d'attente est imposée par le règlement. Elle correspond à une position désépaulée. Le bas de la plaque de couche doit être en dessous de la crête iliaque matérialisée par cette bande blanche. Dès l'apparition de la cible, on commence l'épaulé et le pivotement. Il était une fois un duel entre un plateau et 24 grammes de plomb. Le plateau s'enfuit à environ 90 km/h. Les plombs vont essayer de le rattraper à environ 1200 km/h. En cas de rencontre, ça se passe mal pour le plateau, mais pour qu'il y ait rencontre, il faut de la technique et des réflexes. Au ski olympique, Jean-François Delac, champion d'Europe. À la fosse olympique, Christophe Vicard, vice-champion du monde.
Au double trappe, Jean-Paul Gros, vainqueur de la Coupe du Monde. Action. À la fosse olympique, le tireur va se déplacer sur 5 postes, d'où partira un plateau dont il ignore la trajectoire, et il disposera de 2 cartouches pour le casser. Le tireur est en position épaulée et commande le départ du plateau à la voix. Il découvre alors la trajectoire du plateau, le rattrape et le tire dans le mouvement. En ski olympique, la trajectoire des plateaux est toujours identique et les postes de tir se répartissent sur un demi-cercle entre les 2 cabanes de lancement, créant ainsi des angles de tir très différents d'un poste à un autre, jusqu'au poste 8, situé entre les 2 cabanes. Autre aspect du règlement, le tireur n'a pas le droit d'épauler avant l'apparition du plateau, qu'il s'agisse d'un plateau simple ou d'un doublé. Chaque plateau sera tiré sous un angle particulier et avec la correction de visée qui s'impose. Au double trappe également, la trajectoire des plateaux est fixe, des doublés uniquement, et le tireur se déplace sur 5 postes, ce qui crée des angles de tir différents. La difficulté consiste à enchaîner le tir de 2 plateaux fuyants. Raison pour laquelle le tireur doit se pencher sur l'avant pour mieux absorber le recul du premier coup. Guillaume Tell est sûrement le tireur le plus célèbre du monde. Il est entré dans la légende depuis longtemps, mais son sport, le tir à l'arbalète, existe encore de nos jours et se pratique à 2 distances, 10 et 30 mètres. Pour nous présenter ça, Philippe Charlier, champion d'Europe, champion du monde, recordman du monde de la discipline. L'arme ressemble à une carabine et est équipée avec un niveau pour éviter toutes les fautes de dévers. Ici, vous avez un arc en fibre de carbone, une corde synthétique et une détente électronique. Le projectile est un trait qui vient se planter dans une rondelle de plomb qui est située derrière la cible.
Alors nous voici maintenant au championnat de France de bench rest. Le bench rest qui est une discipline où la précision a été élevée au rang de religion. Tout est organisé pour obtenir la meilleure précision possible. Les armes sont appuyées. Les tireurs utilisent comme système de visée des lunettes à très fort grossissement. Les systèmes d'observation du vent sont libres et très sophistiqués. Et surtout, les tireurs sont de vrais orfèvres de la balistique et du rechargement. Résultat, 5 balles dans ce trou à 100 mètres. Avec un pistolet ou un revolver de gros calibre équipé de systèmes de visée très sophistiqués, on peut s'amuser en tirant sur des animaux. On les touche très souvent, mais on ne les blesse jamais et on les tue jamais non plus, vous allez comprendre. Le poulet à 50 mètres, le cochon à 100 mètres, le dindon à 150 mètres et le mouflon à 200 mètres. Mais attention, pour marquer un point, il ne suffit pas de toucher, il faut faire basculer la silhouette. Autre discipline pistolet gros calibre, le parcours de tir. Sa particularité tient à des situations toujours différentes où la nécessité d'allier vitesse et précision est la difficulté majeure. Mais attention, l'accès à cette forme de tir ne peut s'envisager qu'après un passage obligé par les disciplines pistolet 25 mètres. 12,59. 12,57. 12,57. Gun clear, en ordre. On a gardé pour la fin un jardin secret, celui des tireurs aux armes anciennes. Ces passionnés font revivre, à travers la compétition, des armes vieilles de plusieurs siècles, qui sont encore en état de marche, et si ce n'est pas le cas, leur réplique exacte. Alors première opération, le flambage. Une amorce seule dans le revolver vide. On tire. Pour pratiquer le chargement, on prend une mesure de poudre, on met dans le canon. Voilà, la mesure prévue à cet effet. On fait bien rentrer la poudre jusqu'au fond. Ensuite, on prend ce qu'on appelle un calepin. Ce calepin, c'est un bout de tissu d'une épaisseur bien calculée que l'on humidifie avec un peu de salive par exemple. On pose sur le canon, et là il s'en va, il ne veut pas rester avec moi, là.
Ensuite, on prend une balle ronde, que l'on met au milieu, avec un petit maillet. On enfonce la balle, on la pousse jusqu'au fond, et à partir de ce moment, le coup est prêt à tirer. Donc, on arme, toujours dans le sens de la cible, pour ne pas faire de bêtises et pour ne pas être dangereux. On met l'amorce en position, on prend l'arme en main, on se met en position de tir, et on tire. Et je tremble. Voilà, le coup vient de partir, l'arme est vide. Le principe est le suivant, on reconstitue à l'intérieur du canon la cartouche, c'est-à-dire on met un tube de poudre, une bourre, un tube de plomb, on obture avec un carton, on se rend sur le pas de tir avec une petite poire à poudre, que voilà. On met ici dans le creux un petit peu de pulvérin, comme ça. Ce pulvérin va, au moment où il s'enflamme, enflammer la poudre qui est à l'intérieur du canon. Et le coup doit partir instantanément. Voilà ce que ça donne. Manufacture Royale de Saint-Étienne. Alors, le principe de l'arquebuse, alors là, je bouche la lumière. Le trou qui relie le bassinet au canon s'appelle la lumière. Je le bouche avec un fil de fer de manière à ce que la poudre ne se colmate pas à l'intérieur. Ça me donne un meilleur allumage. Ensuite, je constitue à l'intérieur le chargement proprement dit. À l'aide de cet entonnoir, ma poudre ne se déposera pas sur les bords du canon. Le tube d'allumage, qui est une poudre plus fine pour bien allumer, et le tube de tir par lui-même, qui est une poudre un peu plus forte et qui se fera allumer par la charge qu'on a mis précédemment. Lorsque ceci est fait, j'enlève mon tube. Je prends, comme tout à l'heure pour le pistolet, un calepin. Il est un petit peu plus épais. Pareil, je l'humidifie, un peu, pas trop. Ensuite, je prends la balle prévue pour l'arquebuse, qui est un peu plus grosse que celle du pistolet. Je la mets dessus, et le principe est le même. Le coup de maillet. Et je la pousse au fond. Voilà, elle est bien tassée, je regarde si elle est bien en place, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Elle est en place. À partir de ce moment-là, je mets dans le bassinet un peu de poudre d'allumage, comme ceci. La poudre qui se trouve ici va être enflammée par la mèche. Mais comme il faut que je mette ma mèche en place, je risque de l'avoir dans les doigts, on ferme le bassinet par un petit couvercle, de manière à ne pas faire de bêtises. Ensuite, on prend la mèche préalablement allumée, on souffle dessus. Il faut que la mèche présente un dard pointu comme une pointe de crayon. C'est pour ça qu'elles sont traitées à l'acétate de plomb, de manière à consumer sans brûler. On la met à l'intérieur de l'œilleton, ici, réglé à la bonne distance, c'est-à-dire environ 1 cm au-dessus. On la visse pour pas qu'elle s'en aille au moment du tir. Et à partir de maintenant, l'arquebuse est prête à tirer. Je vais tirer. Attention quand même sur le côté parce que ça va cracher en bordure. J'ouvre le bassinet. Je me mets en position de tir. Y a-t-il des qualités physiques particulières pour pratiquer le tir?
Bien, disons que la préparation physique, c'est une préparation physique générale qui doit consister en différents exercices aussi variés que possible, sachant qu'on essaye d'obtenir plutôt une finesse de contrôle musculaire qu'une grosse masse musculaire. Pour ce qui concerne la préparation technique, c'est plus du travail d'éléments techniques, comme par exemple le lâcher, travail sur la position, travail sur la volonté. Tout ça, c'est des choses qu'on développe à l'entraînement et qui en fait mettent à disposition du tireur ces outils, puisque les éléments techniques sont des outils pour arriver à s'exprimer le jour important. Est-ce que ça veut dire finalement que toute personne qui est bien dans sa peau et dans une forme physique acceptable peut pratiquer le tir ? Absolument, il est sûrement plus important d'être bien équilibré dans sa vie, dans sa peau, plutôt que d'avoir une condition physique hors du commun. On peut pratiquer à tout âge à partir du moment où on a envie et où on se sent bien. Est-ce que tu as quelques recettes simples à donner à un débutant pour se préparer mentalement à ces matchs ? Disons que parmi les recettes, la plus utilisée sûrement concerne la visualisation mentale. C'est le fait, avant une compétition, de s'imaginer tirer la compétition ou de s'imaginer soi-même de l'extérieur en train de la tirer. Ça permet de diminuer un petit peu l'angoisse qu'on va avoir le jour où ça va se présenter. Ces principes de préparation que tu viens d'évoquer, est-ce qu'on peut les appliquer de la même façon au pistolier et au carabinier ? Absolument, j'irai même plus loin, ça s'applique je pense à toutes les personnes qui ont à faire face à une compétition, que ce soit dans le domaine sportif, dans le domaine de la vie courante. Un examen, ça peut se préparer aussi sur exactement les mêmes principes mentaux. Tu peux nous parler de la séquence mentale ? Eh bien, la séquence mentale, c'est la visualisation mentale de la succession des actions à mettre en œuvre pour tirer chaque plomb. Et cette visualisation doit intervenir entre deux plombs, dans le court laps de temps qui est à peu près d'une dizaine de secondes de repos pour le tireur. On doit passer en revue tout ce qu'il faut faire pour bien tirer. Et le fait de visualiser cette séquence avant de tirer facilite énormément la mise en œuvre elle-même de la séquence à venir. Cette séquence mentale qui sert de fil conducteur, est-ce qu'elle peut aider à prendre confiance en soi ? Ah oui, bien sûr, non seulement elle peut, mais c'est essentiellement son but. Connaître bien sa séquence et être capable de bien la répéter entre chaque balle, c'est savoir exactement ce que l'on doit faire pour réussir. À partir de là, on réduit énormément les incertitudes, on sait pourquoi on va prendre une carabine ou un pistolet pour tirer un match, on sait exactement ce qu'on a à faire, et là, il n'y a vraiment plus de problème qui puisse arriver. Est-ce qu'il t'arrive de te parler pendant un match ? Oui, je dirais même qu'il y aurait de quoi remplir un livre à peu près à chaque fois. Une compétition, c'est un grand voyage et on s'accompagne. On a de la technique d'un côté, on a du mental de l'autre. Et ne serait-ce que pour se remémorer régulièrement la séquence mentale, on peut soit la visualiser à base d'images, soit se la répéter. C'est à base de mots, ça marche très très bien. Il faut essayer de voir quel est le meilleur système parmi les deux. Chacun à son niveau, à un moment ou à un autre, ressent ce fameux phénomène de stress. Je suppose que tu n'échappes pas à la règle. Et comment tu gères ce handicap ? C'est pas un handicap le stress. Bien sûr que je le ressens comme tout le monde parce que c'est une réaction physiologique et je suis un être humain normalement constitué comme tous les autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le stress est un phénomène physiologique qui tend à rendre l'individu plus performant dans une situation qu'il juge un petit peu critique, comme peut l'être une compétition. Bon, à partir de là, il faut bien savoir que la seule chose qui peut nous aider à bien tirer dans ce cas-là, c'est de rester très concentré sur les choses qu'on a à faire, sur la séquence de tir. C'est un handicap, le stress, pour les gens qui, au lieu de s'occuper des choses qu'ils ont à faire, s'occupent ou regardent les effets du stress. Regardent par exemple leur rythme cardiaque qui est augmenté, ressentent l'échauffement au niveau des oreilles, la moiteur sur les mains, une certaine fébrilité. Si on regarde les effets du stress, on oublie ce qu'on a à faire et là effectivement ça devient un handicap. Par contre, si on part du principe que non seulement c'est pas un handicap, mais ça peut être une aide à condition de faire ce qu'on sait être pertinent pour bien tirer, alors là non seulement c'est plus un handicap, mais c'est vraiment une aide essentielle. Et à l'heure actuelle, je crois pouvoir dire que la plupart des grands tireurs ne peuvent pas bien tirer s'ils ne sont pas stressés. Et au fil du temps, est-ce qu'il disparaît ce stress ? Non. Et non seulement il ne disparaît pas, mais j'ai même l'impression qu'il s'amplifie avec le temps. Mais c'est quand même un des éléments essentiels du plaisir de tirer. Et je pense que le jour où le stress aura disparu, en tout cas pour moi-même, j'arrêterai de tirer. Et la concentration, qu'est-ce que c'est ? La concentration, c'est un élément capital de la réussite, bien sûr.
Et c'est quelque chose qui, contrairement à peut-être une idée reçue, n'est pas un état en soi. La concentration ne peut se définir que par rapport à un objet. On est concentré sur quelque chose, on est concentré à faire quelque chose. Donc le problème pour arriver à être bien concentré, encore une fois, et on revient sur la séquence mentale, c'est de se définir les choses à faire pour bien tirer. C'est définir la séquence des actions qu'on doit enchaîner pour bien tirer. À partir du moment où on s'applique régulièrement à la suivre, et là il n'y a absolument aucune possibilité de chanter un des éléments, à partir du moment où on suit ça parfaitement bien, on est très bien concentré et on ne peut rien espérer de plus. Pour appliquer toutes ces recettes, j'imagine qu'il faut une forte motivation. Où est-ce que tu puises, toi, toutes tes sources de motivation ? Je dirais que les sources de motivation sont très diverses et peuvent varier d'un individu à un autre. Ceci dit, pour qu'elles soient vraiment efficaces, il faut que ce soit une motivation de tous les jours. Ce n'est pas uniquement quand on tire une compétition qu'on doit être motivé. Et la seule vraie motivation qui vient avec chaque plomb, c'est la recherche du plaisir de tirer, de bien tirer, de réussir une action, de défier un petit peu les éléments. Jean-Pierre, tous les tireurs rêvent de devenir un jour un amat. Qu'est-ce qui fait que le tireur moyen n'y parvient pas ? Je dirais d'abord qu'il n'y a pas de tireur moyen. Il y a des tireurs qui font ce qu'ils peuvent en fonction des éléments qui sont à leur disposition. Si moi j'ai réussi à faire une carrière de haut niveau, c'est qu'un jour j'ai fait le choix de m'investir énormément là-dedans. J'ai fait des études dans un lieu aménagé pour pouvoir m'entraîner. J'en ai fait mon métier aussi. J'ai passé énormément de temps. Donc pour devenir un champion, il est clair qu'il faut s'investir énormément dans la discipline, que ce soit du point de vue mental, que ce soit du point de vue physique, que ce soit du point de vue financier. Il n'y a pas de limite. On ne peut pas atteindre le haut niveau dans un domaine si on ne se donne pas à 100% là-dedans. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, tirez. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, tirez.